Je lance la conférence Monténégro et Sardaigne. Vous voyez mon écran normalement. Caravanier, c'est deux mots. Deux mots, c'est voyager et agir. Donc, la partie voyager, c'est ce qu'on fait avec nos voyageurs, bien sûr. Donc, en fait, c'est qu'on veut vous amener là où on tripe, là où on a du plaisir, là où on se sent vibrer. Donc, on vous emmène, bon, ce soir, c'est en Europe, mais on a bien plus de voyages que ça au calendrier. On essaie toujours de bien choisir nos itinéraires, d'avoir des guides passionnés et passionnants, très généreux de leur temps, de leur connaissance, de leur savoir, dans les pique-niques qu'ils préparent, enfin, tout ça. Donc ça, c'est le voyager. Puis agir, je vous en parle tout à l'heure un petit peu. Ça concerne les actions, l'engagement qu'on veut avoir pour un tourisme responsable, on va dire. Donc engagement environnemental, social, tout ça. Voilà. Et là, hop, ah, on en voit un peu plus, mais voilà. Ce soir, on est deux sur l'écran, mais pour vos interlocuteurs au bureau, on est deux aussi. Donc ce soir, vous voyez euh, Julie, c'est moi-même au milieu, puis les deux Alexandre à droite et à gauche. Ça, c'est facile en termes de prénom. Euh, Moi, je suis la responsable de l'organisation des voyages en Europe. Alexandre, qui est avec moi actuellement sur le Zoom, guide au Monténégro, entre autres. Et puis, le deuxième Alexandre que vous voyez en photo, c'est à lui que vous parlez pour la préparation des voyages en Europe, pour les voyageurs. Et il guide aussi à d'autres endroits, mais pour l'instant, pas encore ni en Sardaigne ni au Monténégro. Et donc, ce soir, on est deux, Alexandre et Julie. Et au bureau, vous parlez à deux personnes, Alexandre et Julie. Voilà. L'équipe Caravanier, c'est une petite équipe. Donc là, vous voyez, je suis dans les bureaux de Caravanier. On est au bureau peut-être 6, 8. La plupart guident, donc on est souvent absent. Et il y a toujours quelqu'un d'autre pour pallier aux absences. Et puis, on a aussi une petite équipe de guides. euh, Peut-être 6, 8, plus quelques-uns qui guident de manière plus occasionnelle. Et ça permet en fait d'avoir juste la taille parfaite pour pouvoir bien maîtriser nos itinéraires, parce qu'on y retourne d'année après année, parfois plusieurs fois par année. Et en même temps, ne pas être trop gros pour pas devenir une usine. Nous, on tient à avoir, connaître chacun de nos voyageurs, puis chacun des gens avec qui on travaille sur place. Et c'est, je pense, comme l'équilibre parfait qu'on est en train de trouver. Dans l'équipe, vous voyez, je considère qu'il y a toujours un chien chez Caravanier. Et là, c'est le mien que j'ai mis en photo. Mais ça, c'est une petite parenthèse personnelle. Je vous disais tout à l'heure, voyager et agir. Ce qu'on entend par agir, c'est, je vous disais, l'engagement. Concrètement, de manière très concrète, trois mesures phares, mais qui ne sont pas les seules. Il y a planétaire, ça veut dire que depuis 15 ans à peu près, nos voyages sont en fait le voyagement en avion. L'émission de gaz à effet de serre que ça induit est compensée via l'achat de crédits carbone par l'organisme, auprès de l'organisme de Planétaire. Donc, c'est une question très complexe, mais on essaie de diminuer notre impact sur la planète avec ça. On est membre et on est très fiers d'être membre du mouvement 1% pour la planète au Québec. Et puis, bien sûr, quand on voyage, on applique autant que possible les principes du sans trace, parce qu'effectivement, on ne veut pas laisser de traces euh, de notre passage. J'irai pas plus loin pour ce soir, on pourrait en parler pendant des heures, mais je vous invite à regarder. On a un tout nouveau site internet, je ne sais pas si vous l'avez vu, et il a une semaine aujourd'hui. Euh, on est en train d'alimenter pour vraiment mieux expliquer ce qu'on fait dans la partie agir de Caravanier, mais ça va venir petit à petit. Avant d'attaquer les voyages, je vous explique un tout petit peu la notion de confort chez Caravanier. Donc notre confort, ça va de nos voyages Dolce Vita, clairement notre voyage en Sardaigne de ce soir, au voyage Spartiate. Et Spartiate, c'est typiquement notre traversée hivernale de la presqu'île de Baffin, sous tente, où il faut tout tracter, puis on dort par -40 et il faut faire à manger, etc., etc.
Donc, il y a tout un panel. Le voyage dont Alexandre va parler tout à l'heure, c'est plus un voyage épicurien, c'est-à-dire qu'on est dans des auberges, mais on n'est pas forcément deux par chambre. Puis c'est un confort un peu plus sommaire que la Dolce Vita. Mais il n'y a pas de camping pour autant. On est comme dans un petit entre-deux. C'est un peu la notion de refuge, plus ou moins partagée. Voilà. Pour, vous aurez reconnu l'Europe. Ça, ce sont nos voyages juste en Europe. J'aurais pu rajouter ceux du Maroc, hein, parce que le Maroc est juste là. Donc, en Europe, historiquement, on avait notre voyage en Crète et venu ensuite le voyage en Andalousie. Puis petit à petit, c'est ajouté les Canaries, le Pays Basque, la Grèce continentale ici, le nord du Portugal qui est nouveau. Deux nouveautés dont on parle dans les conférences de début décembre avec les flèches ici, c'est parce que ma carte n'est pas assez grande. L'Irlande et la Norvège, les îles Lofoten. Ceux-là, ils ne sont pas encore sur le site internet. On vous les présente début décembre. Et surtout ce soir, ce dont on parle, le Monténégro, notre soleil jaune là, et la Sardaigne ici. On donne donc le lundi, mardi prochain, il reste des conférences, lundi, mardi, mercredi prochain, pardon, sur justement la Crète, la Grèce, les Canaries et le Portugal, Andalousie et Pays Basque, ça a déjà eu lieu. Et puis il y aura la conférence sur nos deux nouveautés, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour participer ou pour revisionner plus tard. Mais donc, on voit que notre Europe, à part les deux nouveaux voyages, sont quand même euh, jamais très loin du bassin méditerranéen et ce n'est pas pour rien. Donc moi, je vous parle ce soir de la Sardaigne et de notre voyage dans le supramonté. Donc, petit point géographique, la Sardaigne, c'est cette grande, grande île ici, qui est donc une des plus grandes îles de la mer Méditerranée, juste en dessous de la Corse. Par sa situation géographique, euh, c'est un endroit où il fait très chaud en été. Donc, on n'y va pas l'été, hein, juillet, août, même juin, juillet, août, c'est très chaud. Même septembre, c'est encore chaud. Par contre, et c'est étonnant, en Sardaigne, en hiver, sur les montagnes, il neige. Donc, on s'entend que c'est pas comme au Québec, c'est pas des pieds de haut de neige, mais ça reste qu'il y a de la neige. Donc, on n'y va pas non plus en hiver parce on n'a pas accès, les routes sont pas forcément bien euh, préparé pour la neige, bien déneigé. Donc, on y va vraiment avril, mai, c'est la période parfaite, et puis de mi-septembre à mi-novembre, à peu près chaque année. On se concentre donc sur une toute petite zone de la Sardaigne pour essayer de limiter au maximum les transferts. Ça, c'est une constante dans tous nos voyages, quand on prévoit un voyage et qu'on réfléchit à comment on va faire, où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va marcher, on essaie toujours de se dire, parce que c'est vraiment trippant, de passer le moins de temps possible dans les véhicules pour vraiment avoir plus de temps pour marcher. Puis ça apporte une sorte d'apaisement dans notre vie tourbillonnante de tous les jours. C'est très agréable. Ici, en Sardaigne, on se concentre ici sur le golfe de Orosei et on déborde, parce qu'on reste pas seulement sur le long de la côte, on va aller dans le Nuoro qui est ici. Donc, grosso modo, vous voyez, Cagliari, c'est l'aéroport, c'est complètement au sud, mais nous, on va jouer sur la côte euh, est à la moitié à peu près. Donc avec ici Oliena, si je vous le montre sur la carte, notre itinéraire, on va d'abord dans le coin de Oliena par ici, on va marcher le mont Corassi, puis d'autres randonnées. Ensuite, on va descendre en bord de mer pour des randonnées en bord de mer. Puis on va remonter, passer par le canyon de Goropu qui est très connu, puis aller sur le plateau de Golgo qui est par là et qui nous permet d'aller faire des randonnées pour rejoindre la mer, puis remonter. Voilà, programme de 13 jours. En image, ce que ça donne, c'est de la végétation méditerranéenne et quand même des montagnes qui montent jusqu'à plus de 1400 mètres de hauteur, d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Donc on va vraiment jouer entre 0 mètres, donc les pieds dans l'eau parce qu'on va pouvoir se baigner dans ce voyage-là, et 1400 mètres d'altitude. Certaines sections avec des forêts qui apportent un petit peu de fraîcheur et aussi certaines sections qui sont très minérales en fonction de là où on est. J'attire votre attention sur la nature du sentier que l'on voit ici. Si vous regardez bien,
il y a de la petite roche. Alors, ceux qui sont allés en Crète, vous êtes déjà préparés à ce que c'est d'avoir des millions de petites roches sur le sentier. C'est le cas aussi en Sardaigne. Il y a beaucoup de petites roches. Le voyage en lui-même, c'est le même niveau de difficulté que les Canaries, l'Andalousie, le Pays Basque, la Crète ou la Grèce. C'est donc un niveau plutôt modéré, j'en reparlerai plus tard. Mais le fait qu'il y ait autant de petites roches, euh, ça vient jouer un petit peu plus sur les chevilles, les jambes et même l'attention qu'on y prête. Donc c'est un tout petit peu plus exigeant. Elles sont pas tout le temps, pas partout, mais ça reste qu'il y a quand même un petit peu de roches. Donc des paysages qui sont quand même assez granitiques et jamais plats. Alors là, pour le plat, on oublie. Ici, une photo du fameux canyon de Goropu, alors fameux à l'échelle de la Sardaigne ou à l'échelle de l'Italie. Je ne sais pas si c'était déjà parvenu jusqu'à vos oreilles avant. Ça reste que c'est un canyon vraiment très, des gorges en fait très très impressionnantes, une section qui est sous l'eau et qui est magnifique. Donc, il faut vraiment imaginer que c'est un voyage euh, très... ben c'est ça, l'idée c'est de marcher en short, en t-shirt. Quand on est dans les montagnes, il fait un petit peu plus frais. Et puis le soir, on arrive à l'hébergement. On dort toujours en dur, ça permet de mieux se reposer des efforts de la journée, parce qu'on fait des efforts quand même mais on a le temps de prendre un apéritif en terrasse, on mange bien, c'est la gastronomie sarde qui prend aussi bien, en fait c'est un mélange entre toute la cuisine méditerranéenne puis les spécialités locales. Il faut savoir que avec ce relief qui est très accidenté et ces montagnes qu'il y a partout, dans les villages dans lesquels on passe, qui sont peut-être à 10 kilomètres à vol d'oiseau de la mer, il y a des gens des habitants locaux qui n'ont jamais vu la mer. Ils ne sont jamais allés jusqu'à la mer, qui est pourtant à 10-15 km à vol d'oiseau. C'est vraiment, il y a vraiment deux mondes qui se côtoient en Sardaigne. Il y a la côte et puis il y a les montagnes. Et nous, notre voyage fait le lien un petit peu entre les deux. En termes d'hébergement, je vous disais, donc ça, c'est typiquement un des hébergements de montagne. On est dans des tout petits hameaux et puis ce sont des petits hôtels. J'ai prévu un peu plus de photos après. Euh, avec, donc on est deux par chambre, sauf pour 3 nuits, je vous en parle après. Donc dans ces hôtels-là, on a la salle de bain privée. C'est difficile parfois, comme c'est des petites structures, c'est parfois difficile d'avoir des chambres individuelles. On arrive parfois à faire des petits miracles, mais pas tout le temps. Voilà, donc là ici, un des hôtels, une des auberges qu'on utilise, on va passer dans ce voyage-là, on passe toujours plusieurs nuits au même hébergement, ce qui permet de prendre le temps de se déposer et de ne pas être tout le temps en train de refaire nos bagages, puis de se represser le matin. Donc l'idée en fait, c'est vraiment, on vient vous chercher à Cagliari, à l'aéroport, et là on va directement en montagne. On y passe 2 nuits au premier endroit. C'est un tout petit village, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment des paysans et on fait des marches en montagne. Ensuite, on va descendre via une jolie randonnée et on va arriver avec un petit transfert à ce village ici qui s'appelle Calagonone, qui est à l'échelle de la Sardaigne aussi un petit peu connu, mais qui a gardé quand même, c'est touristique, mais ça a gardé sa tranquillité et puis le côté relax. À partir de Calagonone, on part soit à pied directement de l'hôtel, soit on part en bateau pour aller au point de départ des randonnées qu'on a prévues. Et là, on y passe 4 nuits. Donc, on a vraiment le temps de prendre le temps, puis d'aller se baigner si la météo s'y prête. C'est sûr que la mer est un petit peu plus fraîche au printemps et un petit peu plus chaude à l'automne parce qu'elle a chauffé pendant tout l'été. Mais bon, qui peut résister à l'appel d'une eau bleu turquoise? Et puis nos randonnées, quand on est à Calagonone, en fait, nous permettent de passer de crique en crique. Il ne faut pas imaginer que le sentier est plat d'une plage à l'autre. Ce n'est pas le cas. Ça va monter, ça va descendre. Ce n'est jamais plat. Donc voilà, ça reste vraiment, c'est pas un voyage de baignade, ça reste un voyage de randonnée. Et puis, oui, bien sûr, on va passer d'une plage à l'autre parce que ça serait dommage de s'en passer. On marche euh, en moyenne, comptez comme 5 heures par jour, avec quelques journées qui peuvent être plutôt de 4 heures, puis quelques journées qui peuvent être plutôt de 6 heures, voire même une journée de 7 heures. C'est ça, donc réparti. Puis on a 10 journées de marche consécutives. Le guide prépare des pique-niques. Là aussi, les pique-niques, ça fait
voilà, c'est comme ça met en valeur le terroir local. On mange bien, c'est varié, c'est très bon. Puis les soupers, on les prend dans les restaurants. Alors soit le restaurant de l'auberge, soit dans les restaurants du village quand on y est. Il y a deux soupers qu'on a décidé de ne pas inclure. C'est un souper à Calagonone, parce que comme on y est 4 soirs, ben, on se dit il y a une soirée où chacun veut comme le prendre un peu à son rythme. Et puis il y a des couples être un peu ensemble ou souvent, euh, ben, mine de rien, il y a comme une bonne cohésion de groupe qui se crée dans nos voyages. On a vraiment du fun à voyager ensemble. C'est le fun de voyager finalement en groupe. Puis ben, les gens vont se retrouver à 3 4 dans certains restaurants, puis c'est sympathique. Puis c'est un voyage sur lequel on veut prendre le temps de prendre le temps. Donc la photo est assez explicite pour comprendre ce point-là. C'est ce qu'on appelle la Dolce Vita. Par contre, c'est un vrai voyage où, euh, sur 10 jours de marche, la fatigue va se faire ressentir. Donc, c'est vraiment un voyage de randonnée. Ne vous attendez pas à un voyage de baignade. C'est vraiment un voyage qui s'adresse à des gens qui font déjà de la randonnée. Les hébergements, donc en montagne, je vous disais, il y a un hébergement où c'est un peu plus comme un refuge. Alors, c'est pas cette photo-là, c'est celle-ci. Donc, c'est une petite structure. Il n'y a que 5 chambres avec 3 ou 4 lits par chambre. Donc, on va être répartis. C'est un peu plus comme un système de dortoir, faut le voir comme ça. Euh, les chambres, les blocs sanitaires et à l'extérieur, mais enfin, donc pas forcément des salles de bain dans chaque chambre. Et c'est des chambres partagées pour 3 nuits. Et de là, on partira à pied faire des randonnées qui sont, encore une fois, vraiment sublimes. Et donc, voilà, avec cet esprit très... c'est une ancienne bergerie qui a été retapée, qui a été rénovée, et c'est vraiment charmant. Mais c'est ce qui nous permet... Mais bon, voilà, on n'est pas en chambre double, mais ça nous permet d'avoir accès au plateau de Golgo qui est magnifique. Puis quand on finit le voyage, euh, on revient donc à Cagliari, après avoir marché donc sur le plateau de Golgo, on revient à Cagliari. Là, c'est un peu spécial et c'est le seul voyage caravanier dans lequel on fait ça. Le guide, lui, habite à 3 ou 4 heures de route de Cagliari. Il habite dans les montagnes. Donc, le chauffeur va vous ramener à Cagliari. L'hôtel est réservé, mais le guide vous dit au revoir dans l'après-midi. Puis, au lieu d'avoir un souper d'adieu comme on fait d'habitude, là, on a un dîner d'adieu. Puis, c'est sur le dîner du midi qu'on se dit au revoir. Puis là, le souper à Cagliari, il est libre aussi, juste parce que c'est plus simple. Le voyage, il n'est pas très long. Avec l'avion, il fait 13 jours. Puis on part un lundi, puis on revient un samedi. Ça permet que, si vous avez la possibilité, vous arrivez un petit peu plus tôt pour visiter Cagliari, notamment, à moins que vous vouliez préférer faire une escale à Rome ou comme vous voulez. Mais ça permet en fait à ceux qui le peuvent de partir un peu plus tôt, de mieux se remettre du décalage horaire, puis de visiter Cagliari, que nous, on n'a pas prévu dans l'itinéraire, parce qu'on s'est vraiment concentré sur la randonnée. Ce voyage-là, euh, on va avoir 2 dates, une en avril et une en octobre si le voyage d'avril se remplit bien. Celle d'octobre, elle n'est pas encore annoncée sur le site internet. C'est en train d'arriver. Et celle d'avril, je suis même pas sûre qu'elle soit visible, mais ça sera le 21 avril. Je suis juste en train de repasser à travers les derniers détails pour la mise à jour sur le voyage. Voilà pour la partie Sardaigne. Je sais que Alexandre risque d'être un peu plus bavard que moi, donc je lui laisse plus de temps. Les questions, vous pouvez m'envoyer les questions dans le QR. Le temps qu'Alexandre se connecte, je vais y répondre. Alexandre, j'arrête mon partage, puis je te laisse partager le tien. Parfait, merci. Pendant que vous écrivez vos questions, je vais partager mon écran. J'en profite, j'ai oublié de dire, on ne porte que son sac de jour. Donc les bagages sont transportés d'un point à l'autre à chaque fois. Puis en termes de météo, alors c'est pas des questions, elles y sont pas, mais moi elles me viennent au fur et à mesure. En termes de météo, donc on veut marcher en short et t-shirt. Normalement, il est censé faire 20-25 degrés, peut-être quelques degrés de moins en montagne et peut-être quelques degrés de plus au bord de la mer. Parfois, on a des surprises parce qu'on a vraiment de plus en plus de mal à euh, prédire la météo qu'il va faire.
Donc ça, c'est les moyennes, c'est ce à quoi on s'attend. Mais par exemple, l'année dernière, ben, il y a eu de la neige en Sardaigne quand le groupe y était. Tout comme il y a des fois, il pourrait y avoir une chaleur beaucoup plus forte que celle qui est prévue. Mais ça fait partie probablement des effets du réchauffement climatique, une météo qui est un peu plus incertaine. Donc bon, ben, c'est comme ça. Voilà, ça marche. On voit bien l'écran. Excellent. Donc, moi, je vais vous parler du Monténégro. Monténégro, qui est un voyage qui date maintenant de 2 ans. Je pense que ça va être notre troisième année là, en 2025. Donc, c'est un voyage qui est quand même assez récent. Un voyage dans un pays relativement méconnu. Donc, le Monténégro qui est euh, dans les Balkans en Europe. Donc, la même carte qu'on avait tout à l'heure, mais je crois qu'elle est moins à jour que la tienne, Julie. J'ai j'ai pas nos nouveaux voyages. Donc, on voyait juste ici le soleil qui montre notre voyage au Monténégro, à côté des autres pays des Balkans, comme la Croatie, la Bosnie, la Serbie, etc. C'est un tout petit pays. Le Monténégro, c'est un pays qui est assez petit, ce qui nous permet de vraiment explorer plusieurs régions du pays puis d'aller randonner dans ces différents massifs. C'est un pays qui est très montagneux, donc on voit ce qui traverse le nord du pays ici, les Alpes dinariques, qui est une branche, un massif montagneux en fait, le relié aux Alpes en Europe de l'Ouest. Et puis, encerclé sur la carte, on voit les différents massifs montagneux qu'on va aller visiter, dans lesquels on va aller randonner. Quand je vous dis que c'est un petit pays, on parle d'environ 600 à 700 000 habitants et puis une superficie qui est moindre que l'Abitibi. Donc, ça peut donner une idée. C'est très, très montagneux, par exemple. Donc, on commence le voyage ici à Podgorica. En fait, on atterrit à Podgorica, mais tout de suite, le guide vous attend à l'aéroport et puis on prend la route pour se rendre dans le massif montagneux du Durmitor. On va passer à chaque endroit où on va rester environ 2, 3 nuits pour vraiment pouvoir prendre le temps de vivre l'endroit, d'apprendre à connaître les gens chez qui on reste et puis de faire différentes randonnées dans le massif. Donc, le premier village, Anedaino, dans la région du Durmitor. On a une poignée de maisons, c'est à peu près l'entièreté du village que vous voyez sur la photo. Et puis, on est accueillis dans une famille en montagne qui va nous nourrir, qui va nous héberger. Et puis de là, on va pouvoir faire des randonnées à la journée. À chaque endroit où on va rester, le principe va en général être le même, c'est-à-dire on va pouvoir faire des randonnées à la journée et revenir le soir à notre hébergement. Donc, c'est un des avantages là, de pouvoir rester plusieurs nuits au même endroit, de pouvoir faire plusieurs randonnées. Euh, les hébergements chez lesquels on va rester vont varier, souvent ressembler à des auberges familiales. Il va y avoir aussi des catounes. Des catounes, ce sont des, euh, j'ai envie de dire des petites cabanes, des petites bergeries, des petits hébergements qui étaient faits pour les bergers qui allaient dans les montagnes. C'était saisonnier à l'origine. Quand ils allaient au printemps, l'été, puis au début de l'automne dans les montagnes, les bergers restaient là avec leur troupeau à l'extérieur. Avec le temps, avec la perte de popularité des bergers, mais l'augmentation du tourisme, les Catoons se sont transformés pour nous héberger. Donc, on va pouvoir avoir la chance de temps à autre de rester dans certains des Catoons. Côté nourriture, dans les différents villages où on va rester, comme je vous disais, c'est généralement les gens chez qui on reste qui vont nous nourrir. Il faut s'attendre à la nourriture qui est vraiment locale, qui est vraiment très fraîche, qui est du jardin, ce qui pousse à côté.
Autant pour la viande, qui est en généralement élevée dans les champs autour, que les légumes, les fruits, le fromage fait par la grand-mère de la famille, le miel fait par le voisin, etc. C'est vraiment super. Euh, D'un autre côté, c'est certain que c'est pas là où on va avoir la plus grande variété. C'est un petit pays très montagneux, comme je vous disais, donc c'est une cuisine de montagne. C'est une cuisine où, en général, on va manger souvent les mêmes légumes, où on va manger de la viande, du fromage à pas mal tous les repas. Euh, pour l'avoir guidé à plusieurs reprises, je vous dirais que la nourriture est vraiment très, très, très bonne. Mais c'est ça, côté variété, évidemment, ça change un peu. Ensuite, les midis, ça va être une alternance en général entre des dîners qui sont fournis par les hébergements chez qui on reste, qui vont pouvoir nous faire des sandwichs, nous fournir des légumes, des fruits, et votre guide qui va aussi vous préparer là, euh, des salades. Ensuite, après le Durmitor, on va se diriger vers un autre gros massif montagneux que vous aviez vu sur la carte, là, qui était un peu plus vers la droite, donc un peu plus vers l'est du pays, qui est le Proclétier. Donc, il y a le Comovi et il y a le Proclétier, qui sont deux massifs montagneux ensemble. On va pouvoir passer plusieurs jours dans ces montagnes-là. C'est un massif qui est très grand, donc on va pouvoir aller à trois hébergements différents et à chaque fois faire des randonnées euh, dans chacun de ces endroits-là. Les randonnées en tant que telles, le niveau d'effort, je dirais comme Julie parlait de la Sardaigne, c'est un niveau qui est probablement comparable à ceux qui ont fait des voyages comme la Crète. La Crète, c'est sûr que bon, la météo va changer. Euh, le niveau d'effort qu'il faut donner. La plus grosse différence par rapport à ces autres voyages-là, à mon humble opinion, c'est probablement le terrain, le relief. Donc, on le voit, c'est quand même un relief qui est très vertical. Les montagnes sont assez abruptes, donc on ne fait pas nécessairement des très grosses distances. Puis en bout de ligne, on ne fait pas des énormes dénivelés non plus. Mais souvent, c'est des montagnes, comme c'est des montagnes qui sont un peu plus jeunes, les dénivelés sont un peu plus raides. On prend notre temps, on monte lentement parce qu'une fois qu'on a fait la montée, qu'on a atteint les crêtes, c'est là que vraiment on peut profiter des vues, puis le reste de la journée se passe de façon un peu plus vallonnée, disons. Donc, la dernière photo là, qui vient tout juste de défiler, si je peux revenir, c'était un exemple donc des catounes, les petites cabanes dont je vous disais, dont je vous parlais. Euh, Si je peux rajouter là-dessus, pour les hébergements, un peu comme la nourriture, au Monténégro, on est en montagne, on est dans un pays qui est en Europe, mais qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui ne fait pas partie de l'espace Schengen, qui, jusqu'à il y a quelques décennies, faisait partie de la Yougoslavie. C'est donc un pays où le tourisme est peut-être un peu moins développé, ce qui est un gros avantage, si vous voulez mon avis. Mais évidemment, les infrastructures peuvent être un peu plus basiques. On a toujours ce qu'on a besoin, on a toujours donc les endroits pour rester comme ça ici, mais vous comprendrez en regardant les cartoons là, sur la photo que la salle de bain n'est pas à l'intérieur du cartoon. La salle de bain est à l'extérieur. Je reviens à nos tablés de nourriture. Donc, ça vous donne un peu un exemple là, des festins qu'on peut avoir au Monténégro. On mange quand même très bien. Et oui, il y a du vin au Monténégro, il y a des vins monténégrins. Donc, ça, c'est sûr qu'on va prendre le temps de goûter à tout ça. Et puis, un exemple, bon, des dîners qu'on peut se faire quand même en montagne. On peut se faire plaisir, on peut goûter aux fruits, on peut goûter au, au fromage monténégrin.
Et après, donc après le premier massif dont je vous ai parlé, le Durmitor, après s'être rendu plus dans l'est du pays où on va passer quelques jours dans le massif du Comovi, ensuite quelques jours dans le massif, plusieurs jours en fait, dans le massif du Proclétier. Tous ces endroits-là qu'on va visiter, on termine le voyage en beauté sur le bord de la mer Adriatique, dans la vieille ville de Kotor. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran présentement. La vieille ville de Kotor qui est vraiment, qui est vraiment une autre dimension au voyage, qui est très bienvenue, je vous dirais, après un gros voyage, un beau voyage de randonnée comme ça. C'est un autre monde. On est dans la vieille Europe. On va dans la vieille ville. La vieille ville de Kotor, elle est fortifiée. Elle est seulement piétonne. Donc, en restant à l'intérieur de la ville, là, c'est vraiment super. Ça nous permet d'être un peu coupé là, du reste du monde. Mais l'ambiance est complètement différente. C'est vraiment quelque chose à pas manquer en se rendant au Monténégro et pour pouvoir profiter des bons restaurants aussi, là, ça vaut vraiment la peine. Euh, côté climat, vous voyez peut-être dans la photo, là, on est au niveau de la mer Adriatique. C'est l'eau qu'on voit, c'est la baie de Kotor qui est reliée à la mer Méditerranée. Évidemment, le Monténégro est un pays très montagneux. Donc, les photos précédentes, on voyait beaucoup les montagnes. Donc, on peut se permettre d'y aller plus proche de l'été parce que dans les montagnes, au mois de juin, c'est encore confortable. C'est pas un endroit où j'irais nécessairement en juillet ou au mois d'août, mais en juin, en septembre, c'est des bons moments. En montagne, il fait beaucoup plus frais. Donc, on est très bien. Puis quand on termine à Kotor, ben, on est en ville, là, on sent vraiment la différence en étant au niveau de la mer. Le Monténégro, euh, pour terminer sur le Monténégro en général, moi, c'est un voyage que je guide depuis les tout débuts, en fait. J'ai eu la chance de participer au repérage et c'est vraiment un de mes voyages coup de cœur. C'est un voyage qui allie très bien le côté montagnard, le côté, j'ai envie de dire, défi. C'est des belles randonnées, c'est des bonnes randonnées avec des vues à couper le souffle sur les crêtes, puis les sommets qu'on a vus. Mais en même temps, il y a une histoire très particulière, puis une culture différente de ce qu'on peut retrouver là, en Europe de l'Ouest. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le Monténégro, sachez que le mélange, la culture européenne avec slave, la Yougoslavie, qui était là. L'Empire romain, c'était sur la ligne de partage entre l'Empire romain d'Occident et d'Orient. C'était la ligne de partage entre les catholiques et les orthodoxes, la ligne de partage entre les Romains et les Ottomans à un certain moment, entre les chrétiens et les musulmans à un certain moment. Je pourrais continuer comme ça pendant, pendant un bon bout de temps. C'est fascinant. Fait que c'est quelque chose qu'on va avoir la chance de parler. Ça a modelé la région, ça a façonné les gens qui y vivent. Puis ça fait vraiment un mélange très, très intéressant à découvrir. Pour le voyage, on a sur le site présentement donc deux dates. On a deux voyages là, au menu. Je ne sais pas si Julie, si tu veux que je te relance la balle. Puis si jamais vous avez des questions, là, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, là, je pourrais y répondre. Mais pour les dates, Julie, je te lance la balle. Bah, super. Donc, en fait, c'est un voyage où il n'y a que 8 places parce que le guide conduit le véhicule. Donc, c'est des véhicules 9 places, incluant celle du guide. Donc, ça reste 8 places pour les voyageurs. Ce qui fait que le voyage de juin, il y a deux, peut-être 4 places, mais 2 places sûres. Et celui du 13 septembre est déjà potentiellement complet. On va le savoir dans les prochains jours. Euh, c'est ça. Donc, en fait, ça veut dire que si vous avez de l'intérêt pour les dates, dites-le nous tôt. Surtout si le voyage de septembre est effectivement complet déjà, c'est pas exclu qu'on rajoute des dates, mais c'est tout un enjeu de disponibilité des guides. Et ça, on a besoin de connaître l'intérêt.
si c'est pour septembre, le plus tôt possible pour qu'on voit si effectivement, ça serait bien qu'on bouge des montagnes pour faire de la place pour que des guides soient disponibles pour aller le guider. On a deux guides qui guident le Monténégro, Alexandre et puis ici présent, puis Frédéric. Donc, c'est ça, c'est notre petit enjeu. Je complète juste un détail parce qu'on avait une question pour la Sardaigne et je me dis que c'est intéressant aussi pour le Monténégro, les billets d'avion. Donc, chez Caravanier, c'est toujours possible de... Donc, nous, d'habitude, on offre le service de réserver des billets d'avion pour les voyageurs. C'est pas une obligation non plus, vous pouvez les réserver de votre côté si vous préférez. On est souple sur les dates. Donc, si vous voulez arriver plus tôt ou repartir plus tard, il n'y a pas de problème. Si vous voulez repartir depuis Dubrovnik, parce que c'est pas si loin, c'est possible aussi si vous voulez aller visiter. Donc, pour le Monténégro, dans les années précédentes, les billets d'avion, c'était entre 2000 et 2600 $. Mais je sais qu'en ce moment, ils sont un petit peu moins chers. Voilà. Cette année, avec un peu de chance, ils seront moins chers que l'année dernière, parce qu'il y avait eu une grosse hausse l'année dernière des billets d'avion dans tout le monde entier. Pour la Sardaigne, les billets d'avion, dans les dernières années, on les a vus en de 1400, enfin, ou de 1500 jusqu'à 2400. Donc ça fait très large, mais ça dépend beaucoup de votre flexibilité aussi dans les dates. Et il faut s'attendre à un peu tout dans cet ordre d'idées. Puis j'en profite, si Alexandre, tu me permets, après, s'il y a des questions, tu répondras pour dire que en Sardaigne, je ne sais pas si j'ai peut-être pas été claire, la réglementation en Italie nous oblige à avoir un guide qui a une certification professionnelle italienne pour accompagner les groupes. Donc le guide, c'est un sarde qui parle très très bien français, qui guide les groupes à destination, puis qui vous attend sur place directement. Voilà. Et Lucie nous demandait les escales possibles. Euh, ça dépend des fois. Euh, pour le Monténégro, c'est toujours par Vienne. Ça passe toujours par Vienne. Alexandre, tu me dis si je me trompe, mais c'est toujours Je... par Vienne. Ouais, en grosse majorité, c'est par Vienne. Voilà. Et pour la Sardaigne, parfois c'est par Rome, parfois c'est par Amsterdam ou Munich ou Zurich. Donc une de ces villes qui sont, un de ces aéroports qui sont des aéroports qui desservent beaucoup l'Europe depuis l'Amérique du Nord. Si je peux rajouter pour le Monténégro, ça peut aussi être une possibilité là, de se rendre à Dubrovnik. Et puis, quelqu'un qui voudrait, par exemple, ou de terminer à Dubrovnik avec Kotor. Nous, on termine le voyage à Kotor, mais c'est environ 2 heures d'autobus jusqu'à Dubrovnik. Euh, donc, c'est une option. Voilà, donc c'est le moment, si vous avez des questions, de les noter dans le questions-réponses. Euh, Sinon, bah, ça nous a fait plaisir. Je suis sûre qu'on connaît du monde qui se cache là derrière les écrans. Mais voilà. Euh, c'est ça. On va vous laisser aller pour ce soir. Ouais, ça a l'air qu'il n'y a pas de questions, donc on a été clair. C'est clair? Oui. Ben, on espère vous voir que ce soit en Sardaigne ou au Monténégro. Oui, ben, on voit des petits cadeaux. Ben, au plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Et puis à bientôt. Ah, une question. Euh, Ah ben merci. Ah, allô Joanne. Merci Joanne. À bientôt. Bye bye tout le monde.